Bonsoir à tous et bienvenue. Les titres. Suite à la campagne d'arrestation des étrangers à Luanda, en Angola, le gouvernement guinéen, à travers le ministre des Guinéens de l'étranger, apporte des précisions. Et puis, le ministre de la fonction publique était ce matin face à la presse. Objectif, faire le bilan des activités menées au cours de l'année. Le 24 décembre, c'est Noël, la ferveur de la fête, c'est dans ce journal. Bienvenue. Tout d'abord, nous ouvrons ce journal par une série de décrets et de lois promulgués par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, avec Aboubakar Kamara. Suivez. Le président de la République a promulgué la loi L 2014 portant loi des finances initiales exercice 2015. Après adoption par l'Assemblée nationale, les recettes du budget de l'État sont évaluées à 12 422 milliards 985 millions de francs guinéens. La seconde loi promulguée par le chef de l'État porte sur le code pétrolier. Cette loi a pour objet de réguler le secteur en vue de promouvoir les investissements et développer les ressources en hydrocarbures en Guinée. Cette loi vise également à encourager la recherche et l'exploitation du pétrole. Dans le même registre, le président a promulgué la loi relative à la défense, la sécurité nationale et à la programmation militaire pour les années 2015-2020. Décret D-2014 PRG portant ratification du contrat de financement entre la République de Guinée et Électricité de Guinée d'une part et la Banque européenne d'investissement d'autre part, signé le 9 décembre 2014 à Bruxelles, relatif à la réhabilitation de 4 centrales hydroélectriques et de 2 sous-stations ainsi que l'extension du réseau de distribution de Conakry. Le président donc de la République décrète et ratifié le contrat de financement entre la République de Guinée et Électricité de Guinée d'une part et la Banque européenne d'investissement d'autre part, signé le 9 décembre 2014 à Bruxelles, relatif à la réhabilitation de 4 centrales hydroélectriques et de 2 sous-stations ainsi que l'extension du réseau de distribution de Conakry. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Signé professeur Alpha Condé. Loi L 2014 portant statut de l'opposition politique en République de Guinée, substituant la loi relative au statut des partis politiques de l'opposition. Je vous en lis quelques articles. Titre 1 des dispositions générales. Article 1er. En application du préambule et de l'article 3 alinéa 4 de la Constitution, la présente loi a pour objet de fixer les dispositions relatives au statut de l'opposition politique en République de Guinée dans un cadre démocratique et pluraliste. Article 2. Le statut de l'opposition est l'ensemble des règles juridiques permettant aux partis, alliances de partis ou groupes de partis politiques de l'opposition de disposer de l'espace de liberté qui leur est nécessaire pour participer pleinement et sans entrave à l'animation de la vie politique nationale. Article 4. Le rôle de l'opposition est de critiquer le programme, les décisions et les actions du gouvernement, développer des programmes propres, proposer des solutions alternatives à la nation, œuvrer pour l'alternance au pouvoir par des voies légales, offrir aux citoyens une alternative à la politique définie et appliquée par la majorité parlementaire. Article 5. Outre les droits et libertés fondamentaux reconnus à tout citoyen, l'État garantit à l'opposition l'exercice des libertés publiques conformément à la loi et au règlement. Au niveau du titre 2,
Les droits et devoirs de l'opposition politique sont définis. Titre 3 du chef de file de l'opposition, article 9. Dans le cadre des règles du protocole d'État, le chef de file de l'opposition prend rang immédiatement après les présidents des institutions républicaines. Le chef de file de l'opposition est le porte-parole attitré de l'opposition politique. Article 10. Le chef de file de l'opposition est le premier responsable du parti de l'opposition ayant le plus grand nombre d'élus à l'Assemblée nationale. En cas d'égalité de sièges, le chef de file de l'opposition est le premier responsable du parti ayant totalisé le plus grand nombre de suffrages exprimés aux dernières élections législatives. Article 11. Le chef de file de l'opposition est désigné par résolution du bureau de l'Assemblée nationale. Cette résolution est transmise au gouvernement et publiée au journal officiel. La Cour constitutionnelle est compétente pour tout contentieux relatif à la désignation du chef de file de l'opposition. Article 12. Dans l'exercice de ses fonctions, le chef de file de l'opposition doit tenir compte des intérêts supérieurs de la nation, de sa souveraineté et du bon fonctionnement de l'ensemble des institutions dans l'esprit de la complémentarité républicaine. Article 13. Le chef de file de l'opposition prend place dans le protocole d'État lors des cérémonies et des réceptions officielles dans les conditions fixées par la présente loi et le décret relatif aux préséances. Il est invité aux manifestations et réceptions officielles. Article 14. Le chef de file de l'opposition bénéficie des avantages qui sont fixés par une résolution de l'Assemblée nationale. Article 17. La présente loi qui abroge toute disposition antérieure, contraire, notamment celle de la loi portant statut des partis politiques de l'opposition, sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République et exécutée comme loi de l'État. Signé le professeur Alpha Condé. Merci à Boubacar Camara. Dans ce journal également, arrivé cet après-midi à Conakry de la dépouille mortelle de Hadja Sira Condé, la sœur aînée du président de la République. Elle a été accueillie à l'aéroport international de Conakry-Bessia par le président de l'Assemblée, la première dame, le premier ministre et plusieurs personnalités. Compte rendu, Fodé Bangali Fofana. Il était 16h45 lorsque cet appareil d'Air France faisait ses dernières manœuvres sur la piste de l'aérogare. À son bord, la dépouille mortelle de Hadja Sira Condé, la sœur aînée du président de la République, professeur Alpha Condé. À l'accueil du corps, le président de l'Assemblée nationale et plusieurs honorables députés, la première dame de la République, le premier ministre et presque tous les membres du gouvernement, ainsi que plusieurs autres hautes personnalités du pays. L'émotion était grande. Sur tous les visages, on ne peut lire que tristesse et consternation. Et c'est dans ce climat de profonde douleur dans l'âme que la famille présidentielle qui était au chevet de la défunte a été reçue par la première dame de la République, le premier ministre, les membres du gouvernement et quelques proches de la famille. Après la perte de notre frère et ami aussi Malik Condé, c'est la seconde personnalité de la famille d'Alpha Condé que nous venons de perdre. C'était un des piliers de la famille, sinon le pilier de la famille. Donc, je n'ai pas de mots pour traduire mon émotion. Mais c'est Dieu qui nous a créés, c'est lui qui nous rappelle. On ne peut pas dire plus. C'est sous cette escorte de la garde d'honneur que la dépouille mortelle de Mme Camara Hadja Sira Condé a été conduite sur le tarmac devant les personnalités venues l'accueillir. C'est là que le premier recueillement a été fait par ces personnalités sur le corps de l'illustre disparu. C'est une grande perte, d'abord pour le président de la République, ensuite pour la famille Condé, mais pour l'ensemble du peuple de Guinée. Cette dame, tout le monde reconnaît en elle des qualités. D'abord, elle était humaine. Elle aimait servir les gens. Elle a servi beaucoup sa famille, ses proches et tout le monde. Elle était la mère de tout le monde. Elle avait une oreille attentive à tous les problèmes, à tous ceux qui lui ont soumis. Moi, je l'ai connue ces derniers temps. Je l'ai trouvée vraiment une très grande dame.
C'est une grande perte pour le président lui-même, qui a été très affecté par cette perte, mais pour sa famille. C'est pourquoi à cet instant-ci, l'émotion nous étreint, mais nous tenons au nom du gouvernement et à l'ensemble du peuple de Guinée à présenter au chef de l'État et à sa famille les condoléances les plus attristées, avec nos prières ferventes pour le report du corps de l'âme. Je suis vraiment sous le coup de l'émotion, parce que, comme j'ai déjà eu à le dire avant-hier, nous perdons notre grande sœur et en réalité notre maman, parce que nous sommes aujourd'hui, grâce à ce qu'elle a voulu que nous soyons, elle nous a tellement apporté que jamais, mais alors jamais, payer ce qu'elle a fait de nous. Ce que je souhaiterais, c'est que le peuple de Guinée tout entier comprenne que Dieu nous a exaucés, Dieu nous a donné la possibilité d'avoir été éduqués par elle, mais Dieu nous l'a enlevé aujourd'hui. De l'aéroport, le corps de Adja Sira Kondé a été conduit à l'hôpital Ignace Dine, d'où l'illustre disparu quittera vendredi pour regagner sa dernière demeure. Les cérémonies funèbres sont entourées de plusieurs rituels, notamment sur les honneurs militaires pour les hautes personnalités. Ce soir, à l'aéroport de Conakry, nos reporters ont eu la curiosité de faire le zoom sur certains aspects des honneurs militaires. Les détails avec Ansouman Toumani Kamara. Après plus de 6 heures de vol sur une distance de 4625 km, le corps de Adja Sira Kondé est à Conakry. Là, tous les dispositifs sont en place pour les honneurs militaires. Et c'est au son de la Numba du camp Alpha Yaya Diallo que tout commence. Ce chant s'appelle Boloba. Il est parmi les airs épiques du pays, donc événementiel. Boloba accompagne les hautes personnalités du pays à leur dernière demeure. Ici, la dépouille mortelle de la sœur aînée du président de la République est recouverte du verre. Il n'y a rien de particulier par rapport à ça. On a simplement mis une couverture verte. Vous savez, les couleurs nationales, c'est le rouge, le jaune et le vert. La dépouille mortelle est transportée dans le chariot et avec pour garde rapprochée les sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers, à pareille circonstance, sont les mieux indiqués. Ils ont la formation des blessés, comment il faut prendre un blessé, ils ont la formation comment il faut tenir un... Donc ici à l'aéroport, lorsqu'il y a des événements de ce genre, ce n'est ni la police, ni la gendarmerie, ni l'armée, ce sont les sapeurs-pompiers qui doivent tenir le corps. Les officiers supérieurs des forces de sécurité et de défense suivent le corps en rang serré, main dans la main, et marchent à pas feutrés. La marche funèbre, elle est ancestrale dans les armées. À chaque fois que c'est un mort qu'il faut vraiment honorer, il n'y a pas autre type de... Il n'y a pas autre formule de marche, c'est cette marche-là qu'on utilise. Elle est prévue par le statut, par le règlement militaire dans l'armée. Et puis cette brève hier à la maison mortuaire en présence du chef de l'État, une cérémonie de lecture du Saint-Coran a été organisée à la mémoire de l'illustre disparu. Plusieurs personnalités du pays ont pris part à cette cérémonie. Paix à l'âme de Adja Sira Kondé. Amen. Depuis quelques semaines, l'Angola mène une vaste campagne d'arrestation. Plusieurs personnalités africaines, dont les Guinéens, sont ciblées par ces arrestations. Une situation qui interpelle les autorités du pays ainsi que le ministère en charge des Guinéens de l'étranger. Reportage Mabinte Laïsou.
35 nationalités sont concernées par cette vaste campagne d'arrestation en Angola. Parmi elles, les ressortissants guinéens qui représentent la deuxième plus grande communauté après celle de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nos compatriotes sont touchés de plein fouet par ces arrestations. Le 19 décembre, les forces de sécurité et de défense ont procédé des arrestations dans les mosquées, les domiciles, dans les marchés à Luanda et dans 17 autres villes du pays. Il y a eu 3045 personnes qui ont été arrêtées. Jusqu'à nos jours, il y a eu 2161 personnes libérées et 884 continuent à souffrir dans les prisons. Avant le 19 décembre dernier, 140 Guinéens étaient détenus dans les prisons angolaises. À ce jour, 7 femmes restent toujours en prison, une situation qui interpelle le ministère en charge des Guinéens de l'étranger. Nous demandons aux autorités angolaises de libérer nos compatriotes s'ils ne sont pas impliqués dans la mafia, s'ils ne sont pas impliqués dans des gangs, des attaques à main armée. Nous demandons à ce qu'on les libère jusqu'au moment où il va y avoir une discussion au plus haut sommet de l'État pour permettre à nos compatriotes de vivre dignement en Angola. Les autorités guinéennes entendent œuvrer pour améliorer les conditions de séjour des Guinéens en Angola. Mabinti Justice pour parler du code de justice militaire qui était en révision lundi dernier à Conakry. Cette opération va toucher certains articles du code, notamment les attributions du tribunal militaire. La question a réuni les acteurs concernés du processus. Objectif, construire une bonne administration de la justice militaire. Les détails avec Kernoyoun Saba. Adopté en 2012, ce code de justice militaire comprend 2 livres. Le premier est consacré à l'organisation, la compétence, la procédure et son fonctionnement, alors que le deuxième traite des infractions d'ordre militaire, mais aussi les peines applicables en cas de culpabilité. 3 ans après son adoption, la nécessité de le réviser s'impose. La présente rencontre est axée sur la révision de certains articles, notamment les attributions du tribunal militaire et de sa compétence à l'égard des justiciables. Les autorités tiennent à un instrument juridique fiable et conforme aux engagements de la Guinée. Par rapport à la légalité, dans le cadre de la réforme des services de sécurité et même de la justice, il est important que ce code de justice militaire soit finalisé. Ça permettra que le tribunal militaire soit fonctionnel. Ça permettra également de lutter contre l'impunité, contre tous les maux dont souffre notre pays. La révision de ce code s'inscrit dans le cadre de la politique de réforme du secteur de la sécurité amorcée en Guinée, alors que les acteurs misent sur une bonne administration de la justice militaire. Comme vous le savez, il est très difficile de parler du tribunal militaire sans parler du document juridique à base, n'est-ce pas, duquel le tribunal militaire ou les tribunaux militaires vont statuer. Il s'agit du code de justice militaire. Un grand travail a été abattu, mais il se trouve qu'il y a certains points autour desquels il est extrêmement important de revenir pour donner beaucoup plus de lisibilité, beaucoup plus de clarté sur, n'est-ce pas, les articles que compose ce code de justice militaire. Les jours à venir, la commission de rédaction de ce code compte poursuivre cette opération de révision en vue de sa finalisation, toutes choses pouvant faciliter l'examen de nombreuses infractions dont il a compétence de juger. Et puis ce communiqué des ministres en charge de la fonction publique et du travail en synchronisation avec la radio rurale. Conformément aux dispositions du décret du 1er août 1995 instituant les fêtes égales en République de Guinée, les ministres en charge de la fonction publique et du travail portent à la connaissance des travailleuses et travailleurs et agents des secteurs privés, mixtes et
privé public que la journée du jeudi 25 décembre 2014, conformément à la naissance de Jésus-Christ, est déclarée férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Les ministres en charge de la fonction publique et du travail profitent de cette heureuse occasion pour souhaiter bonne fête à tous les fidèles chrétiens de Guinée. Seko Kourouma. Direction Kindia pour parler de la clôture de l'atelier d'appropriation des documents cadres de la réforme du secteur de sécurité en Guinée. C'est une initiative du Comité national de pilotage de la réforme avec l'appui technique et financier du Programme des Nations Unies pour le développement. Compte rendu adjudant Kamono Seko, correspondant de la presse militaire. Le Comité national de pilotage de la réforme du secteur de sécurité a porté son choix sur Kindia, capitale des agrumes, pour l'appropriation des documents cadres de la réforme. Ces retrouvailles impliquent l'ensemble des acteurs du processus. Le mandat du Programme des Nations Unies pour le développement, c'est d'aider à la construction d'un état de droit démocratique, aider à la consolidation de la paix, mais aussi aider à ce que la sécurité soit un modèle et que les citoyens lambda puissent jouir de leurs droits élémentaires. Véritable cadre d'échange, ces assises ont permis aux 118 participants de mieux cerner le contenu des documents en vue d'une large vulgarisation. La stratégie nationale d'action prioritaire pour les 5 départements contient l'ensemble des activités, des projets, des actions identifiées, budgétisées à mettre en œuvre à l'échéance 2017 pour une première phase et voire au-delà. La réforme du secteur de sécurité nourrit l'ambition de bâtir une armée guinéenne professionnelle et républicaine. La coordination de l'opposition extra-parlementaire était face à la CENI. Il était question pour la coordination d'évaluer les normes de transparence envisagées par la CENI pour les élections de 2015. Reportage Makemedozo. Les membres de la coordination de l'opposition extra-parlementaire COEP ont rencontré les acteurs de la Commission électorale nationale indépendante CENI. La COEP était venue échanger avec la CENI sur les dispositions envisagées pour la tenue des élections libres et inclusives. Est-ce que les acteurs politiques mettent en avant la préoccupation des acteurs politiques par rapport à la méthodologie à mettre en place pour que nous nous sentions concernés par le processus? Parce que nous avons dit et réitéré que notre objectif n'est pas de faire le travail de la CENI à la place de la CENI. La CENI a pour mission de gérer le processus et de le mener à son terme. Les acteurs politiques qui sont les acteurs qui sont concernés par la compétition électorale ont le devoir de s'assurer que le processus est correct. Cette démarche de la COEP a bien ravi les commissaires qui estiment que toutes les mesures sont prises pour la transparence et l'équité. De se renseigner réciproquement, d'amorcer un dialogue indispensable à l'amélioration continuelle du processus électoral guinéen. Ces acteurs politiques comptent se retrouver les prochains jours pour examiner toutes les informations qu'ils ont reçues de la CENI. Communication, 200 écoles seront connectées à l'Internet d'ici l'an 2015. C'est une initiative du chef de l'État visant à réduire la facture numérique en Guinée. La question a été débattue hier au cours d'une conférence de presse qui a également évoqué le fonctionnement de l'ARPT, les projets de 2015 et les défis auxquels l'institution est confrontée. Le point avec Mohamed Sanko. Comment l'autorité de régulation des postes et télécommunications fonctionne-t-elle? Quel est le bilan 2014 de l'institution et quels sont les grands chantiers de 2015 à l'image de l'initiative présidentielle de connexion des écoles à l'Internet? Tels sont les sujets débattus par la direction générale de l'ARPT devant la presse. Aujourd'hui, nous avons réussi à avoir notre tableau national d'allocation des fréquences qui est très assaini. C'est l'étude prospective que nous avons menée cette année pour discuter avec les acteurs sur ce qu'on pense que le secteur des technologies de l'information devra être dans les 5 prochaines années. Et cette synergie que nous avons réussi
à établir entre les différents acteurs. Mais quelles sont les grandes priorités de 2015? 2015, c'est la révision des licences. Nous sommes déjà en train d'élaborer les projets de licence globale et des licences spécifiques. Et surtout, nous voulons réussir en 2015 la convention collective régissant le secteur des postes et télécommunications. Ce sera un instrument qui va permettre de stabiliser l'environnement, qui va codifier les rapports entre le patronat et les employés, entre le patronat et l'État. L'initiative présidentielle de connexion des écoles à l'Internet a été également évoquée. À ce niveau, les sites sont identifiés, les salles rénovées et le matériel déjà sur place. C'est la zone forestière qui est un peu en retard à cause de Ebola. Au plan défi, c'est la fraude qui persiste, la méconnaissance des textes de loi et l'achèvement du siège de l'ARPT ici à Koloma. Des défis inscrits au plan d'action de 2015. Et puis c'est encore le ministre de la fonction publique de l'État, et de la modernisation de l'administration a animé une conférence de presse au centre de sa communication, la présentation du rapport annuel axé sur le bilan des activités réalisées par son département. Le compte rendu de Manki Dantoumassouma. Suivez. Devant les journalistes et invités, le ministre Ibrahima Kourouma, à travers un document de 10 pages, a résumé les résultats obtenus en 2014, les mesures de consolidation des 10 résultats et les perspectives pour 2015. Une présentation axée sur les 8 points essentiels des objectifs fondamentaux de la lettre de mission assignée à son département par le chef du gouvernement. Je me satisfais moyennement de ce bilan. Peut-être que j'aurais pu faire mieux si toutes les conditions étaient mises en place. Mais avec le peu de moyens que nous avons, avec les cadres du département et avec le soutien de nos partenaires, nous avons achevé aujourd'hui le recensement biométrique des fonctionnaires pour lequel nous avons sorti du fichier plus de 9000 fonctionnaires fictifs qui émargeaient indûment, n'est-ce pas, dans les caisses de l'État. Et cela représente une manne financière de 95 milliards de nos francs par an que l'État pourrait désormais encaisser, et surtout à la faveur des fonctionnaires pour lesquels il faut mettre en place des instruments de protection sociale des travailleurs. 2 décrets viennent d'être signés, un relatif à la caisse de prévoyance sociale, l'autre relatif à l'Institut d'assurance maladie obligatoire. Et le troisième élément qui va venir améliorer les conditions de vie et de travail des fonctionnaires, c'est la nouvelle grille salariale qui est révisée et qui est en voie d'adoption. Promouvoir une administration efficace au service du développement à travers la mise en œuvre de toutes les composantes du programme de réforme de l'État et la modernisation de l'administration et assainir le fichier de la fonction publique ainsi que l'achèvement du recensement biométrique des fonctionnaires sont entre autres missions dans lesquelles le département s'est sérieusement attelé au courant de l'année 2014. Vous l'avez compris, donc, c'était le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE Guinée a adopté hier son budget annuel 2015. Ce budget qui s'élève à plus d'$1 million américains permettra à l'ITIE Guinée de poursuivre ses actions pour la promotion de la transparence dans le secteur minier guinéen. Mamadou Saliouba, Sekou Fernand Koukouma. Membre du comité de pilotage que ITIE Guinée a adopté son plan d'action 2015. Cette rencontre a été marquée par la validation du budget annuel 2015 de ITIE Guinée. 2015, la projection fait 1 336 965 $. C'est la prévision. Dans cette prévision, il y a certains bailleurs de fonds tels que le groupe de la Banque mondiale qui finance jusqu'à une certaine hauteur. Il y a le groupe de la Banque africaine de développement
qui finance aussi, puisque nous bénéficions de 2 accords de dons de la part du groupe de la Banque africaine de développement, dans sa version Fonds africain de développement. Le budget, c'est une prévision. Donc, s'il y a d'autres activités qui vont être nécessaires à réaliser, il faudrait que le comité de pilotage puisse réviser ce budget-là. Mais pour l'instant, nous nous attendons à ce que les activités qui ont été programmées pour 2015 et dont les sources de financement ont été identifiées puissent être les activités auxquelles le comité de pilotage veut accorder du prix. L'adoption de ce budget permettra à ITIE-Guinée d'atteindre un niveau élevé de transparence dans les industries extractives. Déjà, ITIE-Guinée fait face à un gap financier de plus d'$1 million. Nous allons essayer d'organiser une table ronde pour permettre, n'est-ce pas, expliquer un peu la situation aux partenaires techniques et financiers et voir quel appui ces partenaires peuvent nous apporter pour nous permettre de combler le gap. L'adhésion de la Guinée à ITIE en 2005 a permis d'assurer une transparence dans le secteur minier et d'accroître la croissance économique du pays. Déclaré pays conforme aux normes ITIE internationales en juillet dernier, la Guinée doit promouvoir la transparence dans les industries extractives pour se maintenir aux normes ITIE internationales.